De l'Afrique, je n'ai gardé qu'un souvenir, une vision qui me trotte dans la tête comme un refrain. Il fait presque nuit, et je vois mes pieds, de tout petits pieds d'enfant, qui marchent dans une ruelle. Elle est étroite et poussiéreuse, impossible de la confondre avec une rue de Paris. Mes pieds marchent vers l'entrée d'une maison, la maison où vit ma famille. Le flash s'arrête là. Mes pieds n'atteignent jamais la porte, dont j'ai oublié jusqu'à la couleur. Je n'avais même pas 2 ans. J'ai revu cette ruelle des années plus tard, à l'occasion d'un concert à Kinshasa avec section d'assaut. Autant dire que ma vie, entre-temps, a bien changé. La ruelle, elle, est de rester la même. Je suis née le 5 mai 1986 à Kinshasa, au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, dans le quartier de Yolo, surnommé Dallas par ses habitants. C'est un quartier populaire africain typique, comme ceux que l'on voit dans les films, avec des toits en tôle ondulés et le sol en terre. Loin des clichés ou des caricatures, on est dans la vraie Afrique, au cœur de la pauvreté. Mes parents s'y sont rencontrés et y ont vécu longtemps avant ma naissance. Mon père, Janana Juna, était chanteur de Viva la Musica, la troupe de Papa Wemba, la grande star de la rumba congolaise. Même si tous les membres de cette troupe ne partageaient pas la richesse et la notoriété de leur leader, ils avaient, entre deux tournées internationales, donné des concerts privés pour le président Mobutu et faisaient malgré tout plutôt partie de ces privilégiés. Quand la situation est devenue trop dangereuse, mes parents ont donc quitté le Zaïre avec leurs 4 enfants sous le bras et rien d'autre. Mon père n'a pas demandé l'asile politique. Ils sont partis comme ça, avec un peu d'argent, mais pas assez pour faire vivre 6 personnes dans un pays comme la France. J'ai mis du temps à mesurer les difficultés qu'ils avaient dû connaître, car mes parents, très pudiques, ne se confient pas et ne nous parlent jamais de cette époque-là. Nous savions juste qu'à un moment, émigrer était devenu une question de vie ou de mort. Bien sûr, ils voulaient aussi essayer d'assurer un avenir meilleur à leurs enfants, dans un pays moins instable politiquement. Mes parents sont venus en France par leurs propres moyens. Ils ont débarqué sans maîtriser le français et bien sûr sans papier. Comme souvent, ce sont des compatriotes qui leur ont mis le pied à l'étrier. Tu connais une telle qui habite déjà là-bas, qui va t'aider à trouver des petites combines. Un vrai logement, ne nous emballons pas, mais en attendant, il va te renseigner, te présenter, te faire héberger chez un de ses amis. Ainsi a commencé la longue série des squats surpeuplés, des expulsions et des hôtels temporaires. Accueillir 6 personnes d'un coup, forcément, ce n'est pas évident. Mes parents se sont très vite rendus compte qu'ils étaient dans un pays, dans un environnement dont les rouages leur échappaient. Au début, mon père était le seul des deux à travailler. Il n'avait pas pu rapatrier son argent du Zaïre. Et nous vivions d'expédients. Amoureux de la musique, il donnait bien encore un concert par-ci par-là, mais les beaux jours de la gloire étaient déjà loin. Quand nous étions encore petits, Satie, Afi et moi avons été placés par l'aide sociale à l'enfance dans un pensionnat à Forges-les-Bains, en région parisienne. Fitcha, elle, était trop jeune pour y être accueillie. Ce n'était pas un orphelinat, puisque nous n'étions pas orphelins, mais il m'arrive parfois d'y penser en ces termes. Les parents n'étaient donc pas sur place. Ils venaient seulement nous récupérer le week-end. Toujours sans vraie situation, nous allions soit chez des amis qui pouvaient héberger toute la tribu, soit à l'hôtel, soit dans des squats. Nous allons continuer la lecture du livre de Gims après, mais en attendant, lisons un bon livre touchant Gaza au service de la vie, disponible sur bookelis.com en version papier et e-book, lecture en ligne sur uscribe.com ou à télécharger sur Apple Book.